Des tribus aux Russes, avant le IXe siècle. Pendant des millénaires, les terres correspondant aujourd'hui à la Russie et à l'Ukraine constituent un immense espace ouvert, façonné par les plaines, les forêts et les fleuves. Bien avant l'apparition d'États organisés, ces régions sont parcourues par des peuples nomades venus des profondeurs de l'Eurasie. Parmi eux figurent les Scythes, cavaliers redoutables de l'Antiquité, connus surtout par les récits des auteurs grecs et par les vastes tumulus funéraires, appelés kourganes, qu'ils ont laissés derrière eux. Ces sépultures monumentales témoignent d'une société hiérarchisée, guerrière et profondément liée à la steppe. Au fil des siècles, les grandes migrations modifient l'équilibre humain de la région. Les vagues de peuples nomades se succèdent, certaines disparaissant, d'autres se fondant dans le paysage humain local. Peu à peu, à partir des premiers siècles de notre ère, des tribus slaves s'installent durablement dans ces territoires. Elles pratiquent l'agriculture, l'élevage et le commerce local, et s'organisent en communautés villageoises relativement autonomes. Bien qu'elles partagent une langue et des traditions communes, ces tribus restent politiquement fragmentées, sans autorité centrale capable de les unifier. Cette fragmentation rend la région à la fois riche et vulnérable. Les grands fleuves, le Dniepr, la Volga, le Dniestre, deviennent des axes essentiels de communication et d'échange, reliant le nord forestier au sud steppique et au monde méditerranéen. C'est par ces voies fluviales que surgissent, à partir du IXe siècle, des guerriers et marchands venus du nord, les Vikings de Scandinavie, connus à l'est sous le nom de Varangiens. À bord de leurs embarcations légères, ils pénètrent profondément à l'intérieur des terres, menant des raids audacieux, mais aussi des expéditions commerciales lucratives. Les Varangiens ne se contentent pas de piller. Ils s'intègrent progressivement aux réseaux locaux, nouent des alliances avec les chefs slaves et imposent leur autorité sur certains axes stratégiques. Leur présence introduit de nouvelles formes de pouvoir, fondées sur le contrôle des routes commerciales et la capacité militaire. Peu à peu, un nouvel ordre politique commence à émerger, mêlant tradition slave et influence nordique. De cette rencontre entre peuples nomades anciens, tribus slaves et aventuriers scandinaves, naissent les fondations d'une histoire appelée à durer plus d'un millénaire. Là, dans ces vastes espaces encore sans frontières fixes, se dessinent les premiers contours du monde russe. Naissance et âge d'or de la Russe de Kiev du IXe au XIe siècle. Selon la tradition rapportée par les chroniques médiévales, les tribus slaves de l'Est, divisées et incapables de mettre fin à leurs rivalités internes, auraient invité un chef varangien nommé Rurik à gouverner et à rétablir l'ordre. Qu'elle soit partiellement légendaire ou non, cette tradition symbolise un tournant décisif. Rurik s'installe à Novgorod et fonde une dynastie destinée à régner pendant près de 7 siècles. Ses descendants, les Ryorikides, posent les bases d'un pouvoir princier durable, mêlant héritage scandinave et tradition slave. Sous ses successeurs, l'autorité varangienne s'étend vers le sud. Le prince Oleg s'empare de Kiev et en fait la capitale d'un nouvel État, la Russe de Kiev. Située sur le Dniepr, Kiev contrôle l'une des routes commerciales les plus importantes de l'époque, reliant la Baltique à la mer Noire et à l'Empire byzantin. Grâce à cette position stratégique, la Russe de Kiev devient un carrefour économique majeur, où circulent fourrure, cire, miel, esclaves et métaux précieux. Au fil du temps, cet État se consolide et se structure. Les princes exercent leur autorité sur un vaste territoire, peuplé de Slaves, de Finno-Ougriens et d'autres groupes ethniques. La cohésion politique reste fragile, mais un sentiment d'appartenance commune commence à émerger autour du nom de Russe, donné à la fois au peuple et à la terre qu'il occupe. Un moment fondateur survient à la fin du Xe siècle sous le règne de Vladimir le Grand. Cherchant à renforcer son pouvoir et à instruire son État dans le concert des grandes puissances, Vladimir se tourne vers le sud, vers l'Empire byzantin. En 988, il adopte le christianisme orthodoxe et ordonne la conversion de ses sujets. Cet acte a des conséquences immenses. La Russe de Kiev entre durablement dans la sphère culturelle et religieuse byzantine. L'écriture, l'architecture, l'art et le droit sont profondément marqués par cette influence. La christianisation contribue à renforcer l'autorité du prince, désormais investi d'une légitimité sacrée. Des églises en pierre sont construites, des monastères fondés et une élite lettrée commence à émerger. L'Église orthodoxe devient un pilier central de la société, jouant un rôle spirituel, culturel et politique déterminant. L'apogée de la Russe de Kiev est atteinte au XIe siècle, sous le règne de Yaroslav le Sage. Prince habile et réformateur, Yaroslav consolide l'État sur le plan intérieur tout en menant une politique extérieure ambitieuse. Il fait rédiger le premier code de lois écrit, la Rouskaya Pravda, qui régule la vie sociale, protège la propriété et limite la vengeance privée. Ce texte témoigne d'un haut niveau d'organisation juridique pour l'époque. Sous son règne, la Russe de Kiev s'étend territorialement et affirme son prestige international.
Par des alliances matrimoniales, Yaroslav lie sa dynastie aux grandes maisons royales d'Europe. Ses filles épousent des rois de France, de Norvège et de Hongrie, faisant de Kiev un acteur reconnu sur la scène européenne. La ville elle-même se transforme. Cathédrale monumentale comme Sainte-Sophie de Kiev, bibliothèques et écoles illustrent la vitalité culturelle de l'État. À cette époque, la Russe de Kiev est l'un des États les plus puissants et les plus sophistiqués d'Europe orientale. Elle combine commerce florissant, culture chrétienne avancée et structure politique relativement stable. Cette période est souvent considérée comme l'âge d'or du premier grand État slave oriental. Cependant, cette prospérité repose sur un équilibre fragile. À la mort de Yaroslav, le principe de partage du pouvoir entre ses fils ouvre la voie à des rivalités dynastiques. L'unité politique commence lentement à se fissurer, préparant le terrain à des futures divisions. Mais pour un temps, la Russe de Kiev incarne un modèle de puissance, de culture et de foi, dont l'héritage marquera durablement l'histoire de la Russie, de l'Ukraine et de l'ensemble du monde slavo-orient. Désintégration et domination mongole, 13e, 14e siècle. Affaiblie par les luttes internes et les rivalités dynastiques, la Russe de Kiev entre au XIIIe siècle dans une période de grande vulnérabilité. Après la mort d'Yaroslav le Sage, le principe de partage du pouvoir entre les princes de la dynastie riorikide provoque une fragmentation progressive de l'État. Kiev perd peu à peu son autorité politique au profit de multiples principautés rivales, telles que Vladimir Souzdal, Tchernigov ou Novgorod. Cette division affaiblit considérablement la capacité de résistance collective face aux menaces extérieures. C'est dans ce contexte qu'apparaît, venue des profondeurs de l'Asie, une nouvelle puissance redoutable, les Mongols. Sous la direction de Genghis Khan, ils ont déjà conquis une grande partie de l'Eurasie, écrasant royaumes et empires sur leur passage. En 1223, une première rencontre a lieu entre les princes de la Russe et les forces mongoles, lors de la bataille de la rivière Kalka. Mal coordonnés et divisés, les princes slaves subissent une lourde défaite. Les Mongols se retirent ensuite, laissant derrière eux un avertissement ignoré. 14 ans plus tard, la menace revient, cette fois de manière définitive. En 1237, une immense armée menée par Batu Khan, petit-fils de Genghis Khan, envahit les terres de la Russe. La campagne est d'une brutalité extrême. Ville après ville tombe sous les assauts mongols. Ryazan, Vladimir, Souzdal et de nombreuses autres cités sont incendiées, leur population massacrée ou réduite en esclavage. Kiev elle-même est prise et détruite en 1240, marquant symboliquement la fin de son rôle de centre politique majeur. Les Mongols instaurent leur domination sur les terres russes sans s'y installer massivement. Leur nouvel État, connu sous le nom de Horde d'Or, étend son autorité depuis les steppes au nord de la mer Noire et de la Caspienne. Le Khan gouverne depuis sa capitale de Sarai, tandis que les princes russes sont autorisés à conserver leur titre à condition de reconnaître la suprématie mongole. Les principautés russes deviennent des États vassaux. Elles doivent payer un lourd tribut annuel et fournir des contingents militaires si nécessaire. Tout refus ou retard entraîne des représailles dévastatrices, raids punitifs, destructions et massacres. Cette domination, ressentie comme étrangère et oppressive, est appelée par les Russes le joug tatar. Pendant plus de 2 siècles, elle marque profondément la société, l'économie et la culture politique du monde russe. Cependant, la domination mongole n'est pas uniquement synonyme de destruction. Les Mongols imposent un certain ordre administratif et fiscal. Ils réalisent des recensements, organisent la collecte de l'impôt et favorisent les échanges commerciaux à l'échelle de leur immense empire. Les routes liant l'Asie à l'Europe deviennent plus sûres, permettant une circulation accrue des marchandises, des idées et des techniques. Malgré cela, le poids fiscal et l'humiliation politique alimentent un profond ressentiment parmi les populations russes. Certaines principautés parviennent à tirer parti de la situation. Novgorod, par exemple, échappe à la destruction totale en acceptant rapidement la suzeraineté mongole. Son prince, Alexandre Nevski, choisit une politique de compromis avec la Horde afin de préserver ses terres. Tout en se soumettant aux Mongols, il défend vigoureusement les frontières occidentales contre d'autres menaces, notamment les chevaliers tétomiques et suédois, consolidant ainsi sa réputation de héros national. Au fil du temps, la domination de la Horde d'Or commence à s'affaiblir. Les querelles internes, les successions conflictuelles et la fragmentation progressive de l'Empire mongol réduisent leur autorité. Parallèlement, certaines principautés russes, en particulier celle de Moscou, gagnent en importance en servant d'intermédiaires fidèles entre les Khans et les autres princes. En collectant le tribut pour le compte de la Horde, Moscou accumule richesse et influence, préparant les bases de son ascension future. Ainsi, le joug tatar est une période de souffrance et de soumission, mais aussi un moment décisif dans la formation de l'État russe. Il façonne une culture politique marquée par l'autorité centralisée, la discipline et la méfiance vers l'extérieur. De cette longue domination naîtra paradoxalement la force qui permettra un jour à Moscou de s'imposer et de libérer les terres russes. L'héritage de la Horde d'Or restera profondément inscrit dans l'histoire russe, à la fois comme un traumatisme collectif et comme une étape cruciale sur le chemin de la formation d'un nouvel empire. L'ascension de Moscou et la libération, 14e, 15e siècle. À partir du 14e siècle, au cœur des terres russes morcelées, une principauté jusque-là secondaire commence à se distinguer, Moscou. Située dans une région boisée, relativement protégée des grandes invasions venues de la steppe, la ville bénéficie d'une position stratégique sur les routes commerciales et fluviales. Surtout, ces princes adoptent une politique pragmatique et patiente face à la domination mongole. Contrairement à d'autres principautés, Moscou choisit d'abord la coopération plutôt que la confrontation directe avec la Horde d'Or. Ces princes obtiennent la confiance des Khans, deviennent collecteurs officiels du tribut et utilisent cette position pour accumuler richesse et influence. Peu à peu, Moscou annexe ou soumet les principautés voisines, étendant son autorité sans provoquer de réaction immédiate de la Horde.
Cette stratégie permet l'émergence d'un pouvoir central plus solide que partout ailleurs dans le monde russe. Le tournant décisif intervient au XVe siècle sous le règne d'Ivan III, dit Ivan le Grand. Héritier d'un État déjà renforcé, il engage une politique ambitieuse d'unification et d'indépendance. Moscou annexe Novgorod, ancien centre commercial puissant, puis d'autres territoires, affirmant son rôle de capitale politique des terres russes. Dans le même temps, l'autorité de la Horde d'Or décline, minée par des luttes internes et la fragmentation en canards rivaux. En 1480, lors de la confrontation symbolique sur la rivière Ougra, Ivan III refuse de payer le tribut aux Tatars. Les armées se font face sans livrer bataille jusqu'au retrait des forces mongoles. Cet événement marque la fin effective du joug tatar et l'émancipation politique de la Russie. Pour la première fois depuis plus de 2 siècles, les terres russes ne reconnaissent plus aucune autorité étrangère. Libéré de la domination mongole, Moscou cherche à légitimer sa nouvelle puissance. La chute de Constantinople en 1453, conquise par les Ottomans, joue alors un rôle fondamental. Avec la disparition de l'Empire byzantin, centre historique du christianisme orthodoxe, Moscou se présente comme son héritière naturelle. Les princes moscovites adoptent des symboles byzantins, comme l'aigle bicéphale, et se posent en défenseurs de la foi orthodoxe. C'est dans ce contexte qu'émerge l'idée de Moscou comme la troisième Rome. Selon cette vision, Rome est tombée, Constantinople est tombée, et Moscou est désormais le dernier bastion de la vraie foi chrétienne. Cette conception confère au pouvoir moscovite une mission spirituelle et universelle, renforçant l'autorité du souverain et la centralisation de l'État. Ainsi, par la combinaison de la diplomatie, de la conquête territoriale et de la légitimation religieuse, la principauté de Moscou se transforme en un État puissant, prêt à devenir le noyau de la future Russie impériale. Empire et chaos, XVIe siècle. Au milieu du XVIe siècle, Ivan IV, plus connu sous le nom d'Ivan le Terrible, marque une rupture majeure dans l'histoire russe. En 1547, il se fait couronner tsar de Russie, un titre nouveau qui affirme une autorité absolue et sacrée, supérieure à celle des anciens grands princes de Moscou. Cette proclamation symbolise la naissance d'un État russe centralisé et impérial. Au début de son règne, Ivan IV mène une politique ambitieuse et énergique. Il réforme l'administration, renforce le pouvoir central et s'appuie sur une armée modernisée. Sur le plan territorial, ses conquêtes sont spectaculaires. Les khanats tatars de Kazan et d'Astrakhan sont vaincus, ouvrant la Volga au contrôle russe et mettant fin à des siècles de menaces venues de la steppe. Ces victoires étendent considérablement le territoire et assurent à la Russie une position dominante dans la région. Au début de son règne, Ivan IV commence également l'expansion vers l'Est. Des aventuriers, des Cosaques et des marchands franchissent l'Oural et s'enfoncent en Sibérie, soumettant des peuples indigènes et intégrant de nouveaux espaces immenses à la sphère russe. Cette avancée pose les bases de la future puissance continentale de la Russie. Mais cette période d'expansion est bientôt assombrie par la dérive autoritaire du tsar. Méfiant, paranoïaque et hanté par la trahison, Ivan IV instaure un régime de terreur. Les exécutions, les confiscations et la répression arbitraire frappent la noblesse et la population. Les guerres prolongées, notamment la guerre de Livonie, épuisent l'économie et l'armée, sans apporter les succès espérés. À la fin du règne d'Ivan, la Russie est agrandie mais fragilisée. Après la mort de son fils et la disparition de la dynastie des Riorikides, le pays sombre dans une profonde crise. Lutte de pouvoir, famine, invasions étrangères et révoltes internes plongent la Russie dans le chaos du temps des troubles. L'État semble alors au bord de l'effondrement, laissant une nation épuisée face à un avenir incertain.